Les études qui se succèdent en Israël ne font plus de doute désormais. Cela a bien permis de diminuer de manière spectaculaire le nombre des hospitalisations donc chez les catégories de personnes vaccinées. Il y a donc évidemment un modèle désormais que veulent suivre de nombreux pays. On va parler de tout cela avec nos invités. Je salue ici en plateau le docteur Eric Seton. Bonsoir, vous dirigez le centre médical d'Herzliya tout près de Tel Aviv. On sera également avec plusieurs de nos correspondantes. Ce soir, on sera en Scandinavie et plus précisément à Stockholm avec Fabienne Roy qui est avec nous. On sera au Brésil dans un instant avec Augusta Lunardi depuis Sao Paulo. On sera à Tel Aviv au cœur de l'un des centres de vaccination avec Noémie Aliwa. Et puis on ira également à Dubaï parce que les Émirats Arabes Unis ont suivi un petit peu le modèle israélien en matière de vaccination. Et là aussi, les résultats sont impressionnant. On va commencer donc par prendre la direction du Brésil avec Augusta Lunardi, notre correspondante. Augusta, bonjour à vous, puisqu'il est bien plus tôt chez vous. Ce week-end, donc, le président brésilien a appelé Benjamin Netanyahu parce que le Brésil veut évidemment s'inspirer du modèle israélien. Oui, exactement. Bonsoir, Jean-Charles. Oui, le président brésilien a félicité Netanyahou pour l'opération de vaccination en Israël. Les deux chefs d'État ont échangé au sujet des vaccins, mais aussi de l'exportation d'un traitement expérimental israélien contre le nouveau coronavirus, l'ExoCD24. Il s'agit d'un traitement par l'inhalation qui a montré la semaine dernière des résultats préliminaires satisfaisants contre la Covid-19, mais qui est toujours en phase 1 des essais cliniques. Le gouvernement israélien n'a pas encore confirmé l'accord d'importation du médicament et Bolsonaro, quant à lui, a déclaré qu'il attend de voir les résultats des études israéliennes afin de les présenter à l'Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil qui décidera d'autoriser ou non l'utilisation du médicament dans le pays. Ouais. Alors Augusta, il faut parler quand même de la situation sanitaire chez vous, parce qu'il y a ce fameux variant brésilien qui inquiète tous les pays aujourd'hui. Quelle est la situation au Brésil ? Bon, la situation ici est toujours très inquiétante. Le Brésil, vous savez, est le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à enregistrer le plus grand nombre de décès liés à la Covid-19. Nous avons déjà perdu plus de 238 000 vies et seuls 2% des Brésiliens ont été vaccinés jusqu'à présent. Alors que nous sommes en plein milieu de la deuxième vague aggravée par le variant brésilien du coronavirus originaire de Manaus. Et alors que le variant britannique a mis environ 3 mois pour dominer l'épidémie en Angleterre, le variant brésilien est devenu majoritaire dans la région de Manaus en seulement 1 mois. Et donc la gestion de la crise sanitaire au Brésil fait d'ailleurs objet d'une enquête judiciaire. Rappelez-vous, le président Jair Bolsonaro s'est opposé depuis le début de la pandémie à toute forme de confinement et n'a cessé de mettre en doute l'efficacité des vaccins contre le coronavirus. Merci beaucoup pour ce point donc depuis Sao Paulo au Brésil avec Augusta Lunardi. On va prendre maintenant la direction de Stockholm, donc la Scandinavie. Fabienne Roy, bonsoir à vous. Le Danemark aussi prend exemple sur ce que fait Israël. Il y a eu un entretien de haut niveau également ce week-end. Oui, exactement. Mette Frederiksen, Premier ministre du Danemark, s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou et l'a félicité pour le succès de la campagne de vaccination israélienne. Tous deux ont parlé d'une éventuelle coopération en matière de recherche, de développement et de fabrication de vaccins. Nous pouvons apprendre d'Israël, a-t-elle annoncé lors d'une réunion entre plusieurs chefs d'État. Elle a souligné la grande différence de vitesse de vaccination entre les pays. Le programme de vaccination d'Israël est en avance sur le reste du monde, avec déjà à la mi-janvier le commencement de la vaccination des personnes de 40 ans et plus de 85% de la population des plus de 60 ans vaccinés. Alors qu'au Danemark, début février, on comptait seulement 3,4% de la population vaccinée. Ici, la campagne de vaccination avait pourtant commencé tambour battant, mais a été ralentie suite aux problèmes d'approvisionnement. Les discussions sont en cours concernant le développement des prochaines générations de vaccins et la manière de garantir une production adéquate. Le Premier ministre a souligné que le Danemark avait une longueur d'avance sur le séquençage du virus et des nouvelles méthodes de tests plus rapides pour trouver des mutations. Le Danemark a pour objectif de vacciner 100 000 personnes par jour dès le mois de mars et a également annoncé la mise en place prochaine d'un Corona Pass, un passeport immunitaire qui devrait permettre de retrouver progressivement une vie normale.
Merci beaucoup Fabienne Roy. On voit bien qu'il y a des similitudes entre ce qui se passe dans ces pays, le Danemark, on vient de l'entendre, et ce qui se passe ici en Israël, docteur Eric Seton. En tout cas, c'est la preuve qu'Israël a été considéré pendant un moment comme un laboratoire à l'échelle mondiale, et que ce laboratoire a donné des résultats probants, et qu'aujourd'hui, ça y est, les gens se disent on peut y aller aussi. On peut y aller, effectivement. Ouais. Ça a été un laboratoire par la force des choses, parce qu'on avait l'infrastructure qui basée sur les caisses de maladies, les coupotrolim, qui a permis d'arriver à chaque personne dans les endroits les plus isolés, puisque c'est l'infrastructure qui existe, et donc sont basés sur l'infrastructure existante pour déployer en fait les efforts de vaccination, ce qui n'existait pas dans tous les pays. La deuxième chose également, c'est qu'on a fait ça de façon simple. On a les questionnaires pour les vaccinants, les soignants, sont très simples, c'est 3-4 questions pour aller au plus vite, pour donner la possibilité à tout le monde de se faire vacciner le plus rapidement possible. Ouais. Donc effectivement, on voit maintenant, il y a une étude de la Clalit qui est sortie avec plus d'1 million de personnes qui ont été vaccinées. On voit que le taux de protection arrive dans les 94%. C'est fantastique, c'est très important pour tous les pays, ça donne un espoir. Mais il faut faire avancer cette campagne de vaccination encore. Voilà, alors c'est ça le problème, justement. C'est un peu le paradoxe. C'est qu'on se dit qu'Israël a été à la pointe et qu'on a l'impression que tout le monde s'est fait vacciner, mais pas du tout. On arrive à une espèce de carrefour. On va en parler avec Noémie Aliwa, qui est avec nous également. Évidemment, vous restez avec nous, docteur Eric Seton. Noémie Aliwa, vous êtes à Tel Aviv. C'est l'un des centres, on va dire, les plus fréquentés normalement de vaccination de Tel Aviv. Que se passe-t-il aujourd'hui? On a l'impression que la vaccination marque le pas, Noémie. Exactement, Jean-Charles, c'est un petit peu le grand paradoxe israélien, si vous voulez, puisque ici, il y a suffisamment de vaccins pour tout le monde, il y a suffisamment de personnel soignant, tout est bien organisé, et malgré tout, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est tout simplement la volonté des Israéliens de venir se faire vacciner. On le voit dans les chiffres, mais on le voit également ici sur le terrain, sur cette place Rabin. Nous sommes juste devant l'un des plus importants centres de vaccination de Tel Aviv et d'Israël, et effectivement, il y a quelques semaines, on s'en souvient, il y avait des files extrêmement longues d'Israéliens qui attendaient pour se faire vacciner. Ils étaient là du matin au soir, ils attendaient parfois des heures pour pouvoir recevoir l'injection du vaccin. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Nous étions une partie de l'après-midi ici et nous avons pu voir que ce centre était relativement désert. Il n'y avait certainement pas l'affluence qu'il y avait eu au départ. Alors bien sûr, on se demande qu'est-ce qui explique cette désaffection des Israéliens. Écoutez, la première raison, elle est tout simplement liée à l'âge, au fait que les personnes qui sont les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie, les personnes âgées, les personnes qui ont plus que 65 ans, les personnes fragiles, qui sont plus fragiles au niveau de leur santé, elles, dans leur grande majorité, elles ont déjà été vaccinées dans la première phase de cette vaccination. Et aujourd'hui, cette seconde phase, si on peut dire, qui a commencé, cible les plus jeunes. Les autorités, d'ailleurs, renouvellent régulièrement des messages à l'attention de cette part de la population plus jeune, notamment Benyamin Netanyahou, qui a publié sur son profil Facebook il y a quelques heures un message pour expliquer que 75% des nouveaux cas de contamination étaient des personnes qui avaient moins de 40 ans. Et donc, aujourd'hui, la nouvelle cible qu'il faut un petit peu motiver pour aller se faire vacciner, ce sont les plus jeunes. Merci Noémie Aliwa depuis ce centre de vaccination de Tel Aviv. Alors docteur Seton, ça mérite évidemment un éclairage. Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à cet arrêt finalement dans ce mouvement? Pourquoi est-ce que les jeunes ne se sentent pas concernés? D'abord, il y a toujours une courbe quand on introduit quelque chose de nouveau, il y a toujours une courbe d'enthousiasme, puis après l'enthousiasme redescend un petit peu, puis après ça stabilise. Et là, comme l'a dit Noémie Aliwa, effectivement, l'âge joue un rôle, parce que quand on est plus jeune et on se sent moins exposé, on a moins de raisons de venir se faire vacciner. Mais je pense que les choses vont reprendre en main. On commence à revoir un petit peu dans notre centre de vaccination, on commence à revoir une légère remontée, et je pense que les jeunes vont reprendre conscience. Et effectivement, également, vis-à-vis de l'ouverture des activités dans le commerce, je crois que ça va reprendre. Et il va y avoir une recrudescence des vaccinations. On ne perd pas espoir complètement, mais je pense qu'il faut vraiment, comme l'a fait Netanyahou et comme le font maintenant tous les dirigeants, il faut vraiment montrer que c'est l'objectif de vacciner les moins de 40 ans, les moins de 30 ans.
pour arriver à une vaccination la plus complète possible. Ouais, d'autant qu'on va réserver certaines réouvertures de l'économie à ceux qui sont vaccinés. C'est l'objectif des réunions du gouvernement en ce moment. Hein. Tout à fait. Et il faut continuer à porter le masque, il faut continuer à la distanciation, il faut continuer à se laver les mains. Il faut également continuer à comprendre que nous ne sommes pas sortis complètement de l'auberge. Les différents variants du virus sont à nos portes. Donc il ne faut pas être complètement serein et penser que tout est réglé. Alors on va voir justement un autre pays, et puis ça tombe bien, en plus ce sont les Émirats Arabes Unis avec qui Israël a normalisé ses relations il y a quelques mois, qui a suivi un petit peu le même taux de vaccination, c'est-à-dire une intensité énorme, 5 millions je crois de personnes vaccinées. On va en parler avec Angela Homsi qui est avec nous depuis Dubaï où elle habite. Vous êtes la cofondatrice et la directrice associée d'Init Partners. Bonsoir, merci d'être avec nous. Racontez-nous la situation justement à Dubaï. On a vacciné énormément aussi aujourd'hui. On en est arrivé à un taux très important. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir ce soir avec vous. Écoutez, ici à Dubaï, ça a été assez extraordinaire. Déjà, la vaccination a commencé assez tôt, bien sûr, avec le vaccin Sinopharm au départ et avec la population locale, donc déjà l'année dernière. Et les choses sont allées très, très vite. Aujourd'hui, il y a à peu près 5,5 millions de doses qui ont été données à la population, que ce soit les locaux ou les résidents, et même parfois quelques personnes de passage. Et ça, c'est sur une population de 10 millions d'habitants qu'on a aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est un taux absolument incroyable. Et il faut dire qu'ils ont tout mis en place pour que ça arrive de manière incroyable. C'est-à-dire, dès le départ, il y avait des dizaines de centres où c'était ouvert de 8 h du matin à 10 h du soir. On s'est rentré, sortir en quelques minutes. Les vaccins sont faits. Tout est organisé, tout est digital. Ça a été vraiment mis en place de manière extrêmement efficace. Ouais. Est-ce que ça a amélioré aussi la situation sanitaire? C'est-à-dire que ça a fait diminuer le nombre de personnes hospitalisées, par exemple? Ce qui est très intéressant ici, c'est que dès le départ, dès que la crise en fait, du corona a commencé il y a déjà à peu près un an, ils ont tout mis en place pour qu'il y ait vraiment des processus, des procédés qui soient très clairs, très structurés, très proches des données scientifiques, de ce qu'on savait, qui est vraiment proche de ce que recommandaient les docteurs pour pouvoir mettre en place des stratégies sanitaires qui ont permis de garder une vie plus ou moins normale aux Émirats Unis. C'est très strict, c'est-à-dire les règles sont très claires, très bien communiquées. Si on ne respecte pas, il y a des conséquences qui sont assez importantes, que ce soit des amendes ou autres. Et tout le monde joue le jeu ici. Tout le monde comprend que le gouvernement a mis ces mesures en place pour protéger toute la population. Et je pense qu'il y a un vrai contrat social où les gens font confiance énormément au gouvernement et aux régulations locales qui sont imposées par les autorités. Et à partir du moment où les gens jouent le jeu, qu'il y a vraiment une conformité aux règles qui est assez élevée, et on avait 99% de conformité aux règles jusqu'en décembre, ce qui est énorme, il y avait vraiment une très bonne gérance de la crise. Ensuite, bien sûr, il y a eu les vacances de Noël qui ont apporté beaucoup de touristes et qui ont apporté pas mal de touristes qui n'étaient pas peut-être aussi avis de ce qu'il fallait faire et ne pas faire, et qu'il y a eu une petite rehausse des cas à ce moment-là. Mais depuis que les vaccins ont été mis en place, que les choses se passent bien, on voit énormément de réduction de cas sévères. Et ça a été c'est intéressant. Ça ne change pas les règles. Tout le monde porte le masque, tout le monde fait du social distancing, fait le distancement entre les personnes, les restaurants, les écoles, tout le monde respecte les règles qui ont été imposées par le gouvernement. Rien ne change parce qu'on sait bien tous ici, il faut éradiquer le virus. Et tant que les enfants ne peuvent pas être vaccinés, tant qu'on n'est pas vraiment à un niveau d'immunité assez important dans la population, il faut continuer à respecter les règles et tout le monde le comprend très bien. Mais ça nous permet de vivre une vie quasiment normale au jour le jour du moment qu'on respecte ces règles. Eh ben voilà, donc l'exemple un petit peu de Dubaï a calqué sur celui d'Israël. Merci beaucoup Angela Homsi d'avoir été en direct avec nous depuis Dubaï. Un dernier mot sur ce cas finalement qui est un peu similaire à Israël. Finalement, ça veut dire que ça marche, on va pouvoir le dupliquer, mais uniquement dans des pays de taille semblable. Ça va être plus compliqué dans les grands pays, à votre avis? Je pense que ce n'est pas seulement la taille du pays, c'est également l'infrastructure humaine, logistique et également informatique qui permet d'arriver à des résultats rapides. Je crois que ça manquait dans certains pays. C'est vrai que la taille du pays, la vaccination ouverte à tout le monde, ça aide beaucoup. Mais je pense que la structure médicale également, qui permet d'avoir des caisses maladies qui arrivent à toute personne dans le pays, c'est très important. Et la connexion entre ces données
des caisses et les données du ministère de la Santé, ça permet également d'avoir une vue d'ensemble. Regardez, on sort maintenant, on a le passeport vert, passeport, hein, voilà. et ça permet de... Voilà, vous l'avez imprimé, mais je crois qu'il existe même sur le téléphone. Hein, on peut même voilà, le exactement, on peut le faire sur téléphone, et on peut l'imprimer également et sortir avec ça. Voilà. Et, je ne sais pas si la caméra le voit, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui est le sésame désormais de sortie, peut-être bientôt, du pays. Merci beaucoup, docteur Eric Seton. Je rappelle que vous dirigez le centre médical d'Herzliya au nord de Tel Aviv. Et puis le